Ce matin, tôt, très tôt, trop tôt peut-être, mais pour notre plus grand bonheur, le Grand Prix d'Australie était de retour après 3 longues années d'attente et que ça fait plaisir, déjà car c'est toujours une pastille à part dans notre championnat, et ensuite car la foule avait répondu présente, 420 000 personnes sur l'ensemble du week-end, record à l'Albert Park, ça a donné des images colorées et une ambiance magnifique. Vive Melbourne, 420 000 personnes, ça fait rêver. Il faudrait que 370 000 d'entre vous s'abonnent. Si vous pensez que c'est faisable, le bouton est juste en dessous. Je dis ça, je dis rien. L'autre point remarquable, c'est un tracé atypique de nature qui a en plus été largement modifié. Un premier virage beaucoup moins cassant, un quatrième élargi et beaucoup plus roulant, tout comme le sixième où le point de corde a été reculé de 7,5 mètres, lançant les Formule 1 à toute allure vers une portion où la chicane des virages 9-10 a disparu, ce qui donne une ligne droite énorme et un deuxième secteur ultra rapide. Dans le troisième, le 11 est plus sec pour faire un plus gros freinage et l'avant-dernier est plus rond. Ça donne un circuit beaucoup plus rapide, on a gagné 2,8 secondes par rapport à la pole de 2019 et encore on attendait près de 5 secondes, le nouvel asphalte modifié a certainement ralenti les voitures. Alors ces changements ont-ils fonctionné? Eh bien j'ai envie de dire que oui, on a un circuit qui est plus fun, plus dynamique, plus tendu également, je trouve qu'on l'a amélioré. Maintenant, niveau dépassement, ça reste très compliqué, à mon sens, surtout car les lignes droites sont trop courtes. Certes, les voitures se suivent beaucoup mieux dans les portions sinueuses, merci le nouveau règlement, mais pour plonger, c'est encore très dur. Peut-être qu'avec la 4e zone de DRS, on aurait vu plus d'action, mais bon, en même temps, c'était pas une purge, on a vu pas mal de batailles, on va y venir, et en tout cas, moi, ce nouveau tracé, il me va totalement. Un autre à qui ce tracé n'a visiblement pas déplu, c'est évidemment Charles Leclerc qui, comme vous l'avez lu dans le titre, a été absolument seul au monde. Pas de Carlos Sainz pour un duel rouge, pas de Max Verstappen qui a été loin puis qui a disparu, absolument personne pour tourner dans le même rythme que lui, absolument personne pour venir ne serait-ce que lui contester le meilleur tour. Au final, ça donne un deuxième hat-trick en carrière et même un premier grand chelem. Pole, victoire, meilleur tour et en tête de la première à la dernière boucle. Waouh, c'est ce qu'on appelle une démonstration. La conséquence de cette 4e victoire en carrière, c'est un no man's land au classement où il a 34 points d'avance sur son plus proche concurrent, George Russell, qui n'est clairement pas un concurrent direct. Ses concurrents directs, c'est Sainz et Verstappen, qui sont à 38 et 46 longueurs. Clairement, le coup est fantastique. Absolument parfait depuis la première journée d'essai à Barcelone, il s'affirme comme le leader, le patron, il réussit tout, il a le sang-froid, il a la tête claire, il avance méthodiquement et efficacement. On peut dire qu'il est le meilleur pilote de ce début de saison et donc qu'il ne vole pas sa place au classement. En plus, il concrétise et il n'est pour l'instant absolument pas touché par la malchance. Il va se présenter devant les tifosi à Imola avec de l'avance, du temps et de la sérénité. Dur de demander mieux. Le Monégasque a tiré parti d'une Ferrari splendide, équilibrée, maîtrisée, tout simplement la voiture la mieux comprise, la plus efficace et la meilleure du championnat. En course, on n'a même pas eu de duel ni même de commencement de duel avec Red Bull. Sur la conservation des gommes notamment, les rouges étaient 2-3 tons au-dessus. Leclerc a vite pris 9 secondes d'avance puis on a repris 5 après la safety car. Clairement, c'était presque trop facile. Comparé à Jeddah, les deux voitures rivales étaient beaucoup moins extrêmes dans leur philosophie. Ferrari pouvait se défendre en ligne droite, on l'a vu, et conservait un petit avantage dans les virages. C'était l'équilibre parfait. Évidemment, faudra confirmer et on sait qu'un championnat c'est très long, il reste 20 courses, mais c'est extrêmement prometteur pour la suite, surtout que là, il n'avait pas encore d'amélioration. Alors il y a quand même un petit truc qui contraste dans toute cette euphorie rouge, c'est le week-end de Carlos Sainz qui est parti en vrille à partir de la Q3. Un drapeau rouge qui à 20 mètres près lui enlève un temps canon, un souci au redémarrage qui lui empêche de faire un deuxième tour de chauffe, il fait sa seule tentative de Q3 avec des pneus froids, il fait une très belle erreur à la chicane où il est à 2 doigts de se mettre dans le mur et il doit partir 9ème.
On croyait à sa remontée en course, mais son impulsion a été catastrophique. Il s'est retrouvé mal placé tout le premier tour, il est tombé jusqu'à la 14e place, et puis il a fait une erreur en tentant de reprendre la place à Schumacher. Il est allé dans l'herbe où il a décidé de remettre un coup de gaz qui l'a envoyé en spin jusque dans le gravier où il s'est tanké. Clairement une catastrophe, et si je lui accorde des circonstances atténuantes, dont un souci de volant au départ, responsable de sa mauvaise impulsion, il a failli caler à cause de ça, eh bien, force est de constater qu'il a fait 2 erreurs et 2 grosses. Surtout, j'ai tendance à trouver qu'il a manqué de clairvoyance. Vu le timing serré en fin de Q3 et vu que ses pneus n'étaient pas assez chauds, il devait penser à assurer le top 4 et non plus à la pole qu'il ne pouvait plus viser. Pareil en course, vu la supériorité de sa machine, il ne doit pas se précipiter au 2e tour face à une Haas. La course était longue, il visait la P4. C'était pas maintenant qu'il fallait tout risquer. Trop pressé, trop stressé, trop frustré, peut-être. Après 2 premiers Grands Prix bons, mais un poil en retrait, on a vu qu'il voulait montrer qu'il était dans le match, sauf qu'il en a fait un petit peu trop, et qu'à cause de ça, il s'est privé de la marge de sérénité qu'il avait encore. Il s'est enlevé du temps, et on sait que le temps, c'est très précieux en Formule 1. La question du numéro 2 est déjà sur les lèvres de tout le monde en permanence. Là, forcément, elle va revenir avec beaucoup plus d'insistance. D'autres qui ont de très bonnes raisons d'être déçus et mécontents, eh bien c'est Red Bull. D'abord car leur performance n'était clairement pas au niveau de Ferrari. Le camp d'en face est meilleur dans quasiment tous les domaines, notamment la tenue des pneus, ce qui est ultra handicapant. On a le sentiment qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon équilibre, le bon dosage, la parfaite utilisation de leur voiture. On a vu Max râler, faire des erreurs, dire qu'il n'était pas à l'aise. On a vu l'écurie tenter beaucoup de setup. Pendant ce temps, Ferrari avait trouvé le sien quasiment dès la FP1. Clairement, ils sont ceux qui doivent remonter et non pas ceux qui sont en tête. Mais aussi, et peut-être surtout, Red Bull peut sérieusement commencer à questionner sa fiabilité, même si apparemment ce n'est pas exactement le même problème. L'ennui mécanique de Verstappen viendrait à nouveau du système autour de l'essence. Ça lui cause un 2e abandon en 3 courses, c'est le 2e 26-0 qu'il encaisse face à Leclerc. Il était en colère et c'est normal, les points lâchés là-dessus font trop mal dans les 2 championnats, et on peut le dire, Max et Red Bull n'ont déjà plus de joker en termes d'abandon, alors qu'il reste 20 courses. Clairement, Red Bull termine ce week-end avec quelques petits maux de tête, mais il y a quand même un gros motif de satisfaction, c'est Sergio Pérez, qui concrètement est vraiment dans les pattes de Verstappen en termes de niveau, en termes de performance. Bah voilà, 1 dixième seulement derrière en qualif, c'était seulement 2 à Bahreïn, et c'était lui qui avait eu la pole à Jeddah. Et en rythme de course, j'ai trouvé que c'était sensiblement pareil entre les deux. La seule chose qui les a séparés, c'est que Checo s'est retrouvé en bataille avec les Mercedes à cause de Max qui l'a tassé au premier virage et a permis à Hamilton de passer. Pour autant, le Mexicain ne s'est pas démonté, il a doublé 2 fois Lewis, 1 fois George et ramène le meilleur résultat possible, du très bon. À quelques détails près, il aurait fait la même perf que Verstappen en termes de rythme et ça fait plaisir de le revoir sur un podium après pas mal de malchance. On sent que repartir du même pied d'égalité par rapport à la nouvelle voiture et que sa saison d'adaptation dans le particulier environnement Red Bull l'an dernier lui font énormément de bien. En tout cas, la 2e voiture bleue et rouge n'est plus un problème. Des problèmes, eux, ils en ont toujours, mais encore une fois, j'ai trouvé beaucoup de positifs dans leur situation. Je parle évidemment de Mercedes. Alors oui, ils sont loin de la tête, oui, impossible de jouer les victoires, oui, la W13 a toujours l'air aussi capricieuse et incompréhensible, mais c'est moi où ils ont tenu le rythme de Pérez quasiment toute la course, et donc c'est moi où ils avaient quasiment le même rythme que Red Bull. Il y a encore un écart, évidemment, mais déjà, il est petit, il s'est réduit, et ce alors que Mercedes n'a apporté aucune amélioration, n'a clairement pas encore compris son concept, et avait embarqué 1,5 kg de capteur dans la voiture pour faire un test grandeur nature. Franchement, je trouve que du coup leur performance, vu tout ça,
elle est vraiment pas mal du tout. Leur niveau de compréhension de la W13 progresse certainement, Melbourne devait mieux leur convenir, et on voit que petit à petit, ils chopent des avantages à droite à gauche, ils sont bons notamment sur la conservation des pneus, toujours est-il que dans leurs difficultés, je vois encore une fois beaucoup de motifs de satisfaction. Mine de rien, ils sont la seule écurie à avoir terminé 6 fois dans les points sur 6 possibles, ils ont autant de podiums que Red Bull cette saison, et ils sont l'écurie qui ont pris le plus de points ce week-end. Le damage limitation a été encore une fois monstrueux de leur part, ils ont toujours cette patte pour s'en sortir dans la course, ils devraient apporter des améliorations à partir d'Imola, maintenant on va réellement voir. George Russell prend son premier podium avec l'écurie au terme d'un top week-end. Certes, il récupère la track position grâce à la safety car et Hamilton était mieux, mais c'était de très peu, notamment un seul dixième samedi, et ce malgré l'écart entre leurs deux CV. Troisième course très solide pour le jeune loup, mine de rien faire ce qu'il fait là, ce n'est pas anodin. Quant à Hamilton, un excellent week-end lui également, il nous rassure après le petit trou noir vécu à Jeddah. Le trou noir, ils ont l'air d'en sortir petit à petit, c'est McLaren que personne, même pas eux, n'attendait à ce niveau-là. Ils ont quand même signé la P4 en qualif avec Norris et ils ramènent 18 points alors qu'ils ont la même voiture qu'à Bahreïn où c'était absolument catastrophique. On ne comprend plus rien à cette McLaren. Alors eux pensent que ce regain soudain de forme vient quasi exclusivement du circuit de Melbourne qui est extrêmement particulier. Ils n'ont pas l'air comme nous de savoir s'ils sont réellement sortis du brouillard ou non. Toujours est-il qu'en course ils étaient la 4e force et qu'au niveau comptable ils se mettent super bien. Maintenant Imola ce sera le vrai test pour savoir où en est l'écurie de Woking. Niveau pilote, j'applaudis encore Norris des deux mains pour un week-end de patron, et ce malgré un petit souci moteur pendant la course apparemment. Ricciardo lui a été juste un poil en dessous, mais ça reste top et il score ses premiers points devant son public. On dirait que Daniel se remet en selle petit à petit, on va lui laisser encore du temps pour voir quel est son réel état de forme, finalement un peu comme sa voiture. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, c'est Alpine qui va très mal digérer ce week-end australien où ils avaient à la base une occasion en or de consolider leur 4e place au général. Avec ses améliorations et aux mains d'Alonso, la 525 était une bombe absolue qui aurait pu signer, sûrement pas une pole, mais une première ou une deuxième ligne. Sauf qu'à l'arrivée, il n'y a que 6 points d'inscrits et McLaren leur passe devant. Ça fait très mal. Plusieurs explications à cela. Déjà, un souci mécanique avec une fuite hydraulique de Fernando en qualif qui coûte très cher. La question de la fiabilité revient évidemment sur la table, surtout qu'on l'a dit, eux ils ont poussé d'abord la performance, ce qui était la bonne chose à faire. On verra si les problèmes sont récurrents ou pas. Et ensuite, selon moi, le deuxième problème, c'est que j'ai le sentiment que cette voiture, elle a plus de potentiel en qualif qu'en course. On l'a vu avec les rythmes des deux voitures. C'était pas dingo, c'était derrière Mercedes largement et sûrement derrière McLaren, alors qu'en qualif, c'est devant. C'est donc la tête pleine de regrets et d'insatisfaction qu'Alpine va devoir se remettre au travail. Le potentiel existe, mais il y a encore beaucoup trop d'embûches sur le chemin. Au passage, petite pensée pour Alonso qui se tape tous les problèmes que peut rencontrer l'écurie. Voilà, 2 points en 3 courses alors qu'il en mérite sûrement 20 ou 25. Voilà, c'est terrible, ça arrive. Esteban Ocon pourra lui se targuer de continuer à scorer et je trouve qu'on a là un beau symbole du pilote qu'il est et d'à quel point il est génial de l'avoir pour toute écurie. Ok, il n'avait pas le rythme d'Alonso, surtout sur tour lancé. Ok, c'était pas flamboyant, mais il y a 0 erreur et 6 points, encore comme d'hab. Venons-en maintenant aux miettes, car avec les 5 écuries très fortes de devant, c'est tout ce qu'il est resté pour les 5 écuries de derrière. Parmi elles, pourtant, elles nous avaient déçus avec une qualif plus terne que ce à quoi elles nous avaient habitués. Alfa Romeo a semblé la meilleure du deuxième midfield, notamment en course, où Bottas a fait son trou dans cette immense bataille.
Profitant également de 2 abandons et d'un blocage de roue de Gasly, il a mené sa barque jusqu'à la P8, 4 nouveaux points. C'est très prometteur, le potentiel existe un petit peu partout, tout le temps. Guan Yu Zhou lui n'était pas loin du tout pour ses premiers tours de roue à Melbourne, seulement 2 places derrière en qualif et plutôt pas très loin de son leader lors de la course. Il termine finalement à la 11e place, il s'est fait sucrer le point par Albon, on va évidemment y revenir. Franchement, le rookie vient de faire 3 premières courses extrêmement solides, sans la moindre erreur, malgré tout un tas de pièges. On l'a déjà dit, pour l'instant, c'est propre, c'est bien et c'est prometteur. On a hâte de voir la suite. Chez AlphaTauri, je continue de trouver cette voiture quelconque et limitée. C'était vraiment le cas ce week-end où elle n'est pas passée en Q3. Pierre a sûrement fait pas loin du maximum, 11e en qualif dans les points en course. Même si on l'a dit à la petite erreur, c'est dur d'en demander beaucoup plus avec cette machine. Tsunoda lui était plutôt bien, seulement 2 dixièmes en qualif et dans un plutôt bon wagon lors du début de la course, mais il s'est totalement écroulé dès le 2e relais et il termine au final super loin. Dommage, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que c'est pas encore ça pour Yuki. La grande absente de ce groupe, c'est Haas qui a connu un petit retour sur terre. C'était pas si loin non plus, mais la performance n'était pas là pour des points. Peut-être que l'aéro n'est pas si bon que ça, peut-être que c'est le circuit. Imola devra dire si le début de saison était une parenthèse enchantée ou non. Je mets quand même de très bons points à Mick Schumacher qui a dominé Magnussen en qualif comme en course et c'est ce qu'on veut voir, c'est ce que je vous disais après le débrief de Bahreïn. On veut une marge de progression qui soit visible et on est clairement dedans, c'est très bien. Notons aussi que Magnussen a l'air en difficulté, pas encore prêt physiquement pour le défi F1 long terme, mais en tout cas l'évolution des 2 pilotes Haas sera super intéressante à suivre. Ceux en revanche qui étaient totalement prêts à saisir la moindre opportunité, c'est Williams qui a une voiture clairement de fond de grille. En qualif, ils ont d'abord manqué de chance, ils avaient le potentiel pour la Q2, mais avec le drapeau rouge, pas le temps de chauffer des pneus, et après ils ont été disqualifiés pour manque d'essence, donc ils partaient dernier avec Albon, mais ils ont tenté le pari de mettre les hards et de les emmener loin, très loin, le plus loin possible, jusqu'au dernier tour. 57 boucles sur les hards, et puis, malgré 2 safety cars qui auraient dû ruiner totalement leur chance, ça a fonctionné. Alex est ressorti devant Joe dans le dernier tour et a tenu, ça fait un point inespéré, sorti de nulle part et obtenu à l'intelligence. Grand bravo, ça fait plaisir de les voir capables de ça. Et aussi quelque part, ça montre que la voiture, elle a un petit potentiel parce qu'Albon a pu faire tout ça, on l'a dit, malgré 2 safety cars qui l'ont ralenti. Évidemment, une immense partie des félicitations vont à Alexander Albon qui partait dernier, on le rappelle, il nous a refait le coup de son premier point en Chine en 2019. Voilà, il a mis mine de rien une pilule à son coéquipier en qualif, il a été exceptionnel en course, aucune erreur, j'ai rien à redire. En ce moment, il est en train de prouver que oui, il méritait d'avoir une place en Formule 1. Ce qui n'est pas le cas de son coéquipier. Ce week-end, Latifi n'a pas cassé de voiture, en tout cas pas par sa faute, même si on peut considérer qu'il fait un peu n'importe quoi face à Stroll. Non, pas de casse, pas d'accident en course, mais le problème c'est qu'il est tout simplement pas assez bon. Il est simplement le moins bon pilote, trop loin de ce qu'il faut faire pour espérer peser dans une course. Il a pris une immense claque par Albon. Et je pense que c'est tout simplement révélateur de son vrai niveau. Mais il pourra être heureux car ce week-end, il y avait pire que lui. Il peut remercier Aston Martin qui nous a offert un show splendide de la FP1 où la voiture a cassé jusqu'à la course. Voilà, clairement, cette voiture, elle a l'air absolument horrible à conduire. Elle ne rapporte aucun point. C'est la seule qui n'en a pas depuis le début du championnat. C'est un cauchemar.
Quand même, dans ce marasme, 2 petits points. D'abord, bravo aux mécaniciens qui ont eu un boulot absolument monstrueux et qui ont réparé les 2 voitures à temps pour la qualif. Franchement, ça doit pas être évident d'être à leur place. Et ensuite, très beau coup tactique fait avec Stroll. Il était parti en pneu hard, la safety car arrive, ils lui mettent les médiums, comme ça il a changé de pneu, puis ils lui remettent les hard pour qu'il puisse aller au bout et il ne perd rien car il est sous safety car. Ça, c'est un coup que j'avais jamais vu, je crois, et que j'ai trouvé absolument splendide. Ça a failli leur donner des points. Stroll s'est fait remarquer en qualif où l'accrochage n'est évidemment pas volontaire, voyons, mais cela traduit un gars qui fait n'importe quoi sur une piste à 2 minutes 30 du terme d'une Q1 où il n'est pas sûr de passer et qui détruit ses chances tout seul. Et en course, il a suscité de vives critiques et une pénalité de 5 secondes pour des défenses assez tardives et agressives. Et il y a aussi eu une attaque qui, selon moi, n'était pas régulière sur Bottas au virage 3. Alors, même si j'aurais tendance à ne pas l'assassiner, car le coup de la qualif, ça reste surtout une immense incompréhension, et car en course, je lui en veux pas de s'être défendu alors qu'il tentait d'accrocher un point, eh bien, je dois reconnaître qu'il a montré un très mauvais visage, le visage qu'on ne veut pas voir de Lance Stroll. Malgré tout, j'ai envie de rappeler que son Grand Prix n'est pas si mauvais que ça. Ok, il bénéficie du coup tactique d'Aston en début de Grand Prix et peut se battre pour des points, il se défend de manière trop agressive. Ok pour taper sur Stroll, il y a de très bonnes raisons, très légitimes, mais tout n'est pas complètement à jeter non plus. Et en vrai, pour moi, Vettel a fait un week-end au moins aussi mauvais. Alors certes, il manque de chance avec la casse mécanique en FP1 et il revient seulement du Covid. On peut aussi dire que lui n'a pas eu de mauvaise attitude ou d'attitude dangereuse en piste, c'est vrai, mais il avait un rythme similaire, voire moindre, et surtout, il a fait beaucoup plus d'erreurs. La FP3, le début de course, et puis cette erreur qui cause son abandon et qui est quand même assez énorme, il a cartonné son Aston Martin et il était loin du compte. C'était l'un des pires week-ends de sa carrière et pourtant il affiche beaucoup de détachement par rapport à sa situation et ça pose quelques questions. Le coup du scooter où il a l'air totalement relax, le sourire devant les caméras alors qu'il part dernier, le fait qu'il n'a pas l'air de s'inquiéter, la rumeur lancée par Canal sur sa non-présence volontaire à Jeddah. Le cas Vettel ne sent pas très bon et on va suivre ça de très près dans les prochaines semaines. Faisons à présent un point sur les classements, on l'a dit, Leclerc large leader et derrière lui c'est un petit peu n'importe quoi, Russell deuxième au bout de 3 courses, qui l'aurait cru, Sainz, Perez, Hamilton devant Verstappen, Ocon est le meilleur des autres mais talonné par un Lando Norris qui revient très fort, Bottas lui s'affirme comme un des meilleurs pilotes du midfield, je pense qu'il va rester dans ce top 10 peut-être jusqu'au bout de la saison. Au constructeur, Ferrari a 39 et 49 points d'avance sur ses poursuivants. McLaren passe 4ème, Alpine aura vraiment mal à la tête. Alpha double As qui glisse. AlphaTauri continue d'engranger, mais c'est dur. Et Williams laisse Aston comme la seule écurie à 0 points. Au passage, c'est le fait que Lance Stroll ait retardé Guan Yu Zhou avec une très longue bataille où il n'a laissé passer personne, qui a permis à Albon d'avoir le dernier point. C'est la petite cerise sur le gâteau du week-end d'Aston Martin. Passons aux notes qui, je le rappelle, concernent l'entièreté du week-end des pilotes et des écuries, qui sont évidemment subjectives, que je fais à titre indicatif pour avoir une moyenne générale qui diffère du classement par points en fin de saison. Et je rappelle aussi que vous pouvez voter vous-même dans les commentaires, dites-moi là où vous n'êtes pas d'accord, et dans le Google Doc présent dans la description. J'ai mis 20 sur 20 à Leclerc qui fait le week-end parfait. Voilà, c'est le grand chelem, littéralement. Allez, j'aurais pu mettre 19,5 à cause de la deuxième relance qui a failli un petit peu lui faire perdre la tête. Derrière lui, les deux Mercedes ont été excellentes. Hamilton très bon et Russell impressionnant d'être déjà à ce niveau. Albon aussi mérite énormément de louanges, on en a parlé. Tout comme Perez, pas loin d'être parfait. Verstappen prend aussi une très bonne note, mais avec ses quelques petites erreurs et le fait qu'il ne domine pas complètement ni Perez ni sa machine, eh bien je laisse de la marge par rapport au 20. Norris en patron, Ricciardo juste derrière. Très bon week-end de Bottas et Gasly.
Alonso aussi en termes de rythme, mais tous les éléments étaient contre lui. Ocon n'était pas splendide ou flamboyant et la voiture avait peut-être plus de potentiel, mais au final, c'est très bien. Joe, franchement, c'était pas mal du tout. Schumacher devant Magnussen, qui a un petit peu quitté la lumière dans laquelle il était rentré. Tsunoda laisse encore un peu à désirer sans être mauvais. Latifi est trop loin. Sainz ne prend pas un carton trop important car tout n'est pas de sa faute, mais les deux erreurs sont trop importantes dans sa situation. Et les deux Aston sont derniers tout au fond. Je leur ai mis la même note catastrophique car c'est pas le même week-end pour les deux, mais au final ça se vaut dans la nullité. J'ai expliqué pourquoi plus haut. Côté équipe, Ferrari mérite 20 en termes de performance, mais les soucis rencontrés du côté de Sainz gâchent la note. Ce sont des ennuis mineurs, ça va, mais qui ont mis Carlos dans de mauvaises conditions. En comparaison, Mercedes a tout fait parfaitement ce qu'elle pouvait maîtriser. Les points qui manquent, c'est ceux concernant la performance pure, évidemment. McLaren, évidemment, mérite une excellente note après 2 grands prix compliqués. Williams a une voiture délicate, mais ce week-end, ça a clairement mieux fonctionné et le coup tactique mérite une splendide récompense. Suit Alpha qui était moins séduisant, mais qui score encore et qui fait son trou dans le midfield. Red Bull aurait eu 16 ou 17 pour son niveau pur, mais le souci de fiabilité fait chuter la note à 13 car c'est déjà trop grave. 13 également pour une AlphaTauri pas flamboyante, 12 pour Alpine. Certes, la voiture fait plaisir, mais déjà elle était moins forte en course et en plus ils ont raté eux-mêmes un superbe coup. 11 pour As qui était dans le dur, et enfin 6 pour la pire écurie largement du week-end à tout niveau, sauvée par ses mécaniciens et son coup tactique, Aston. Bien sûr, ce va s'achever ce 3e des prix d'un début de saison qui est absolument réjouissant à bien des titres. Franchement, je me régale, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à la partager, à venir surtout en commentaire pour débattre. Vous en avez l'habitude, généralement je réponds ou en tout cas je lis et je like les commentaires de tout le monde car je fais ces vidéos là pour ça. Pour créer du débat, pour que vous apportiez votre pierre à l'édifice, pour que vous me disiez là où j'ai tort, là où j'ai raison. Voilà, j'aime vraiment les dépris pour ça. Allez, on se quitte avec Enzo Ferrari qui a recommandé tout un pack de drapeaux pour accrocher au-dessus de l'entrée de Maranello, car Enzo, il est très confiant. Attention à une potentielle clim. À bientôt.